Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Rancard 3401 Rancard, une émission exceptionnelle parce que nous avons un invité exceptionnel. C'est la première fois dans Djangui TV que nous allons recevoir une majesté. Comme d'habitude, nous nous retrouvons après ceci. J'ai bien dit dans notre introduction émission exceptionnelle parce que pour la première fois nous recevons une majesté. Il s'agit de Sa Majesté Pokam II, chef traditionnel des Bayangam au Cameroun. Majesté, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Les usages auraient voulu que je vous salue à la manière traditionnelle. Malheureusement, je ne sais pas faire le geste, mais je vais poser la question quand même. Puis-je parler, puisqu'on ne s'adresse pas directement au chef, d'après ce que je sais. Nous sommes au XXIe siècle, il faut parler. Je peux parler, merci beaucoup. Voyez-vous, j'ai commencé mon introduction, j'ai dit majesté, j'ai dit chef traditionnel, j'ai dit roi. Quel est le titre, vous, qui vous conviendrait? Vous êtes majesté, mais lorsqu'on vous décrit, on dit chef traditionnel. Oui, chef traditionnel, c'est l'appellation administrative de la chose. Mais sinon, si on veut s'en tenir au fondement même du village, ça devait être le roi, puisque en fait, à l'origine, nous étions des États indépendants. C'est avec la colonisation et la notion de république que le grand État nous a envahis, et aujourd'hui, l'appellation administrative de la chose, c'est chef traditionnel, puisque nous incarnons beaucoup plus de valeurs culturelles aujourd'hui. Alors, j'ai dit vous êtes chef traditionnel, donc administrativement, moi je dirais majesté, roi de Bayangam. Bayangam, c'est dans le département du Koking, oui. Voilà. On situe Bayangam, la population à peu près à combien? 15 000 personnes. Habitants, oui. Oui. Mais vos sujets à travers le monde, vous les évaluez à combien? Alors là, s'il faut vraiment prendre tous les sujets à travers le monde, je ne sais pas, on ne sera pas moins de 50 000. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Alors, Majesté Pokam, vous avez été intronisé en 2001. Oui. À un âge relativement jeune. Oui. Étiez-vous préparé à cette succession? Non. Malheureusement, non. Vous venez de dire malheureusement. Oui, puisque c'était difficile pour un jeune de mon âge de pouvoir prendre ces responsabilités-là et les assumer. Il a fallu que les dieux de nos ancêtres m'aident beaucoup pour que je puisse être au niveau où je me trouve aujourd'hui. Sinon, en fait, il est évident que tel que le système se présente chez nous aujourd'hui, la déroute est vite arrivée. Ouais. Je rappelle que vous, lorsque vous êtes intronisé, lorsque vous devez assumer cette succession, vous êtes, si j'ai bien vu, vous êtes enseignant, je pense, à l'université de Tchang. Oui, je suis cadre d'administration à l'université de Tchang. De Tchang, que vous quittez donc pour venir prendre le trône. Et là, vous dites la déroute est vite arrivée. Pourquoi vous parlez de déroute? Parce que le système tel qu'il se présente chez nous aujourd'hui, c'est tel que lorsqu'on vous met sur cette position, comme on le dit chez nous, le chef est au peuple, le peuple au chef. Or, l'impression que j'ai eue, c'est que le peuple n'assume pas au jour d'aujourd'hui sa responsabilité. Je dois un peu m'expliquer à ce sujet. C'est que lorsque vous arrivez jeune, comme je l'étais, de prime abord, ce qu'on vous fait miroiter, c'est
vous devez rester là. C'est-à-dire vous restez là, vous trônez, et puis le peuple devrait faire tout le reste, ce qui n'est pas tout à fait évident parce que avec l'individualisme que nous avons aujourd'hui, il n'est pas possible qu'un homme puisse s'asseoir là, les bras croisés, et que le peuple fasse le reste. Il suffit un temps soit peu que vous ne soyez pas intelligent, que vous vous laissez prendre au piège. Au départ, c'est très beau, vous aurez à recevoir des cadeaux de toutes sortes. Et vous aurez comme impression que ce sera toujours comme ça. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Parce que notre société est telle qu'aucun cadeau n'est désintéressé. Et vu sur cet angle, vous avez tout fait de perdre le pouvoir alors que vous avez le pouvoir. L'image que nous avons et qui me semble être la réalité est quand même que dans la société bamileke, Oui. la chefferie est bien ancrée dans les mœurs, dans la culture. Oui. Donc votre propos me surprend un peu, surtout venant de vous, la plus haute autorité. Justement, c'est un pouvoir. Et comme tout pouvoir, ça attire beaucoup de convoitises. Pour vous faire comprendre, c'est aussi simple. Vous avez le pouvoir, mais vous pouvez avoir le pouvoir et ne pas l'exercer. On est d'accord? Pour exercer le pouvoir, il faut avoir une certaine indépendance. Alors, dès lors qu'on vous donne ce pouvoir, c'est un véritable pouvoir. Un groupe, il suffit qu'un groupe vous phagocyte. Vous exercez le pouvoir, mais c'est d'autres qui exercent derrière vous. Ça, c'est Un conseil, non? Pas un conseil. Oh. Un groupe d'intérêt, beaucoup plus. Si ça avait été un conseil, ça veut dire que c'est vous qui tirez les ficelles. Mais c'est des groupes d'intérêt cette fois-là. Et en ce temps-là, c'est très compliqué. Vous comprenez? Donc c'est un pouvoir comme tout autre pouvoir. Et face à ce pouvoir, lorsque vous laissez prendre par des groupes d'intérêt, c'est très grave. Surtout d'intérêt financier. Voilà. Depuis d'abord, vous restez avec le pouvoir. Pour le public, le pouvoir est là avec tout ce que ça comporte. Mais en réalité, vous ne les exercez pas. D'où vient Bayangam? Pourquoi ça a changé? Ça a changé, ça n'a pas changé. Ok. Non, mais le Bayangam et le Poyangam, c'est au niveau de l'intonation? Payogam, c'est l'appellation autochtone de la chose. Ok. Et Bayangam, c'est ce que le colon a dû, quand on disait Payogam, lui, il a entendu Bayangam. Voilà. Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous avez remarqué que dans toute la région, ça sera basse-ci, basse-là. Oui, donc quand on dit pas, ils comprennent. Voilà. Alors que pas chez nous, ça veut dire les habitants de. Voilà. Vous-même, vous y résidez? Oui, je suis résident. Je suis le premier résident d'ailleurs. Je ne saurais faire autrement. Nous sommes les véritables autochtones. Ça fait, donc 2001, ça fait à peu près 12 ans. Oui, 12 ans. Que ça passe vite. Ça passe vite? Oui. C'est vite passé, Majesté? Ah oui, quand je réalise que ça fait 12 ans que je suis là-bas, j'ai comme l'impression que c'était hier. Donc vous dites que ça fait 12 ans. Vous avez parlé de déroute, vous avez parlé de ce pouvoir. Je vous entends, je vous regarde parler et je me dis, mais c'est passé vite, mais qu'est-ce que ça peut être difficile? Ah ben oui. Bon, on peut dire merci à Dieu qui nous a donné la clairvoyance nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses, qui a permis que jusqu'à aujourd'hui, on soit encore libre, parce que c'est très très important de garder sa liberté, malgré toutes les pressions. On peut dire merci à Dieu pour cela. Et le seul vœu que nous émettons aujourd'hui, c'est de pouvoir servir d'exemple pour la jeune génération. Parce que, à vous dire sincèrement, lorsque je fais un regard personnel de ce qui se passe chez nous, pour moi c'est triste. Et c'est triste et c'est un combat qu'on ne peut pas mener seul. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on fait l'effort autant que faire se peut de faire comprendre le bien fondé d'un certain nombre de choses aux autres. Mais c'est beaucoup plus pour la jeune génération parce que il n'est pas évident de déphagocyter quelqu'un qui est déjà phagocyté. Donc, il faut beaucoup plus travailler pour des jeunes qui arrivent, s'ils peuvent comprendre le message. Mais seulement les groupes de pression, comme je vous l'ai dit tantôt, sont très fortes, très très fortes.
Je sais, si je peux me permettre, lorsque vous dites ce qui se passe chez nous, le message auprès des jeunes, est-ce qu'on peut être plus explicite? Vous faites allusion à quoi exactement? La déculturation des choses. C'est-à-dire, il faut qu'on ait la force de retrouver nos valeurs culturelles sans en avoir honte. Parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que nous devenons de plus en plus des occidentaux. On est moins camerounais, moins bamileke qu'hier. Des moments, on semble même avoir honte de l'être. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez trouver un certain nombre qui, lorsque vous allez leur dire que vous êtes Bayangam, ils vont vous dire non alors qu'ils le sont. Parce qu'ils voudraient se fondre dans une autre société. Donc il faut une certaine prise de conscience à ce niveau pour que les uns et les autres comprennent que une plante ne vit pleinement que lorsqu'il y a de la terre sur ses racines. Donc nous devons travailler pour remettre de la terre sur ses racines, sinon on sera entièrement perdu. Nous copions les autres. On copie juste pour le plaisir de copier sans comprendre. Parce que de l'autre, on tire une bonne partie, c'est vrai, mais il faut savoir aussi que nous avons de la valeur. Et la valeur que mis sur le marché, les autres vont envier. Quitte à nous de préserver toutes ces valeurs et mettre sur le marché de la mondialisation, et les autres comprendront qui nous sommes. Vous allez remarquer que très souvent les autres qui ne nous connaissent pas et qui ont juste une vague aperçu de ce que nous sommes, ont parfois tendance à nous craindre. Parce qu'autour de nous, il y a trop de choses mystifiées. N'est-ce pas? Alors, ce que nous devons faire, nous avons pour devoir pas d'étaler tout ce que nous avons comme valeur culturelle ou bien comme valeur mystique, mais rassurer les autres. Montrer aux autres que nous sommes pas trop ce qu'on pense de nous, que nous sommes beaucoup plus un peuple de guerriers à la base et un peuple de chasseurs surtout. Et comme tout chasseur, il vit au jour le jour selon les moyens du jour. Lorsqu'on a commencé notre entretien, je vous ai dit il fallait que je vous demande l'autorisation de parler. Vous m'avez dit nous sommes au XXIe siècle, allez-y, parlez. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à être donc au XXIe siècle, à vivre vous êtes un jeune roi, permettez que je vous le dise, vivre ce XXIe siècle-là et souhaiter, je dirais, maintenir ou faire réémerger les traditions dont vous venez de parler. Est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe. On comprend mieux lorsqu'on connaît. Lorsqu'on ne connaît pas, on comprend mal. La chance que nous avons, c'est que nous sommes formés dans nos valeurs traditionnelles. Nous avons approché les valeurs occidentales, n'est-ce pas? Nous avons la position idéale pour faire la synthèse entre les deux valeurs. Et je vous assure, nous avons de la valeur. À mettre les deux sur la balance, il n'y a même pas photo. Donc, puisque nous le savons, il est de notre devoir de faire comprendre à notre peuple, faites attention, nous avons de la valeur. Et cette valeur-là, demain, je suis convaincu qu'il faudra de l'or. C'est quoi être un Bayangam au XXIe siècle? Être un Bayangam au XXIe siècle, c'est être un Bayangam tout simplement. C'est quoi l'identité du Bayangam aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sa spécificité aujourd'hui? Oh, le Bayangam est resté égal à lui-même, sociable, accueillant,
surtout travailleurs. Et je crois qu'avec ça, seulement ils ne sont pas très humbles, hein, les Bayangam. Hein? Ils ont un ego hors pair, le Bayangam a un ego hors pair. Ils préfèrent mourir de faim que d'accepter de la nourriture pour qu'après tu te moques de lui. Donc ça, c'est quelqu'un qui a son ego. Et comme tout peuple, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Donc, là, vous venez en Amérique du Nord, vous allez rencontrer le peuple, les jeunes et les moins jeunes Bayangam. Vous avez déjà émis quelques pistes. Quel est le message principal que vous avez à leur adresser? Je pense beaucoup plus à ceux qui sont en Amérique du Nord. Quel est le message que vous avez à leur adresser? Oh, c'est une expérience que je suis en train de faire, en fait. Vous savez, chez nous, nous avons un pays tout à fait neuf. Un pays qui est entièrement à construire. Il faut des personnes qui soient assez illuminées et aptes à pouvoir propulser son développement. Or, je me suis aperçu que tout ce que nous avons comme matière grise, qu'on le veuille ou non, se trouve à l'étranger. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, c'est triste, mais c'est la triste réalité. Par conséquent, si nous voulons amorcer un véritable développement, il est de notre devoir d'associer toutes les forces vives du pays, pour ne pas dire du village précisément. C'est la raison pour laquelle j'ai pris sur moi non pas de les laisser venir vers moi, parce que ce n'est pas toujours évident, même s'il faut les laisser venir vers moi, parce que tout autour, il y a ce maléfisme qui veut qu'on demande aux enfants « Oh, vous allez faire quoi au village ?» Le chef est un mythe. Tu es qui pour approcher le chef? Ça, c'est des mythes anciennes. Alors, lorsque vous vous retrouvez ensemble en hexagone, vous êtes tous fondus dans le même moule, vous parlez le même langage, il n'y a pas tout autour tous ces interdits. Vous pouvez discuter à cœur ouvert et ensemble vous trouvez les pistes pour amorcer le développement du village. C'est la raison pour laquelle j'ai donc pris sur moi de me déplacer pour essayer ça avec mes jeunes frères. Si ça marche, je crois qu'on servira d'exemple pour un bon nombre de communautés de chez nous. Voilà. Je comprends que la chefferie Bayangam, le royaume Bayangam a besoin de communiquer. Mais en même temps, je crois voir comme une espèce de dépit, parce que c'est comme si vous, non pas que vous vivez dans une tour d'ivoire, mais autour de vous, il y a tellement de barrières qui empêchent peut-être ce contact direct avec votre peuple. Est-ce que je peux comprendre ça comme ça? Oh, barrière, pas barrière en tant que telle, pas barrière. C'est la communication, beaucoup plus la communication. Vous savez, quand on est éparpillé et qu'il n'y a pas un fibre qui nous lie les uns les autres, on communique peu. C'est un problème de communication, mais pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, à ce que je sache. Il n'y a pas de barrière. Nous allons essayer au cours de cet entretien de faire en sorte au maximum que le message passe. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Au retour, on va donc parler de cet autre aspect de votre règne, puisqu'aujourd'hui vous êtes le président en exercice de l'association des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. On se retrouve après la pause. Ayoub Daniel, mon frère personnel.
Retour au 3401, Rencard 3401, une émission exceptionnelle avec Sa Majesté Programme 2, chef traditionnel, roi, bref, la Majesté Bayangam qui est avec nous. Majesté, on va aborder un second aspect. Vous êtes en ce moment le président en exercice de l'association des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. D'ailleurs, je travaillais un peu, j'ai vu que on parlait là à peu près d'une 60aine de chefferies dans l'Ouest. Là, je m'arrête à première et deuxième catégorie. 106. 106, exactement. D'accord. C'est beaucoup, hein? Ah, c'est beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous membres de l'association, mais s'ils devaient être tous membres, on peut estimer qu'on peut avoir 106. Ouais. Et c'est quoi l'association des chefs traditionnels? Non, c'est juste un cercle où on peut essayer d'échanger. Okay. Parce qu'à la base, quand on parle de chefferie supérieure, chaque chefferie est indépendante. Donc entre nous, on a décidé de faire une association pour pouvoir échanger ensemble et discuter des sujets d'ordre commun. Voilà. Qui concerne donc la région, région de l'Ouest, le peuple voilà. et tout ça. Ça m'amène à... on parlait du pays. Quelle est la différence ou quel est le rapport entre cette association et ce qu'on appelle l'ACAM? Non. L'ACAM, c'est une association d'élite. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les chefferies traditionnelles à l'Ouest. C'est une association d'élite qui se sont mis ensemble pour créer l'association et on donne la dénomination l'ACAM. Donc, ça n'a rien à voir avec l'association des chefs traditionnels de l'Ouest. Qui est déjà, d'après mes petites connaissances de la culture bamileke, le mot l'ACAM, le mot l'ACAM veut dire autre chose, non? L'ACAM, en réalité, c'est le lieu d'initiation du chef. Ils ont créé donc une association en lui donnant la dénomination l'ACAM, qui est le lieu d'initiation du chef. Est-ce pour autant dire qu'ils avaient l'intention d'utiliser leur association comme le lieu où il faille initier le chef? Je ne crois pas qu'ils aient la compétence pour. On est beaucoup plus centré sur la chose culturelle, en fait. Ce qui fait que même les projets que nous développons au niveau de l'association, c'est beaucoup de projets culturels et touristiques. Donc, on essaye de voir comment on peut développer le tourisme à l'Ouest, comment on peut améliorer l'état culturel de la région de l'Ouest, tout simplement. Donc, pour les histoires politiques, non, on ne parle pas politique de toutes les façons au niveau de notre association. D'accord. Parlons de la culture. La culture à l'Ouest, on a plus ou moins effleuré ça en première partie de notre entretien. Vous parlez beaucoup de ça au sein de cette association. Vous constatez que ça ne va pas au niveau tourisme? Oui. L'Ouest est un peu vendu. La destination touristique de l'Ouest n'est pas bien vendue. Ce qui fait que actuellement, on essaye. Si vous allez à l'Ouest maintenant, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs chefferies, vous allez trouver des musées en gestation. Voilà. Donc c'est fort de tout ça qu'on essaye de mettre tout ça sur pied. Donc, à côté de ces musées, on essaye de greffer des cases de passage, de telle sorte que si vous n'êtes pas de l'Ouest, vous pouvez, en passant, faire une pause à l'Ouest et essayer de découvrir ce que l'Ouest. L'Ouest, c'est un beau paysage, l'Ouest, c'est beaucoup d'objets d'art, l'Ouest, c'est voilà. Un climat clément, l'Ouest, c'est voilà. Il faut découvrir. Voilà. L'Ouest, c'est pas que les funérailles. C'est ça. Voilà. Là, vous abordez un aspect, je sais que vous avez eu un peu maille à partir à un moment donné avec, je pense, comment on appelle ça, les gens de chez vous, avec l'histoire de funérailles. Je crois que quand vous avez pris quand vous avez pris votre règne, il y a eu une histoire de funérailles où vous vouliez qu'on change les choses, non? Ou bien... Oh non, on change. Les funérailles, c'est quelque chose de culturel. On ne peut pas changer ce qui est culturel. Et malgré les opinions partagées, les funérailles, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça fait vivre la région, en fait. Sinon, ça sera très morose, là. Alors que quand il y a funérailles, on vient de partout, le village bouge. Voilà. L'actualité nous amène à parler un tout petit peu, Majesté, du rôle, aujourd'hui, au XXIe siècle, de la place, du rôle d'un chef traditionnel, d'un roi. On sait que dans notre pays aujourd'hui, sans faire insulte aux autres, deux principales régions sont encore celles où c'est
tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. La tradition encore bien ancrée, c'est l'Ouest Cameroun et le Nord Cameroun, où les chefferies traditionnelles sont encore bien... Le Nord-Ouest aussi. Le Nord-Ouest aussi, avec le fond, tout à fait. Ouais, Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis là avec cet aspect que j'aborde là. Et on a beaucoup évoqué ces derniers temps la place du chef. En l'occurrence, je pense à l'Ouest Cameroun, le rapport entre le chef, le pouvoir sacré, et le pouvoir qui est un pouvoir intemporel, et le pouvoir temporel aujourd'hui qui est la politique de tous les jours, comme on dit bien chez nous, la politique à Yaoundé, le RDPC. Quel est votre regard là-dessus? Un chef doit-il aller faire de la politique à Yaoundé? Je crois que ça doit être tout à fait relatif. Vu le contexte actuel, oui. Vu le contexte actuel, oui. Vu le contexte actuel, oui. Sincèrement, vu le contexte actuel, moi, je suis pour le oui. Oui, pourquoi? Parce que hier, c'était non, il faut envoyer les enfants nous représenter. Mais on se rend compte, en faisant le bilan, que lorsque nous envoyons les enfants nous représenter, ces enfants ne nous représentent pas, mais ils se représentent. C'est parce que ça, il faut que ce soit clair. Ils vont à Yaoundé se représenter au lieu de représenter la population de l'Ouest. Et malheureusement, ça continue. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, on a lancé les législatives et les municipales. Oui. Vous allez vous rendre compte que les candidats ne seront pas des halogènes. Vous allez vous rendre compte que les candidats seront des personnes qui résident à Douala, à Yaoundé, ainsi de suite, qui ont le village comme une résidence secondaire, qui ont des relations au niveau politique, qui ont des moyens financiers énormes et qui, incapables de pouvoir postuler dans leur zone réelle de résidence, milieu qu'ils maîtrisent en réalité, ils viennent postuler en campagne parce que nous, en campagne, nous sommes pauvres et nous ne sommes pas capables de payer les cautions de millions, telles que demandées par le code électoral. Alors, on ne fait pas attention à tout ça et la conséquence, c'est que le peuple n'est pas représenté, mais ceux qui semblent représenter le peuple se représentent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je dis je suis pour que le chef fasse de la politique active aujourd'hui. Parce que le problème du peuple au quotidien retombe sur le chef. Le même problème qu'en réalité on devait aller voir le maire étant absent de son bureau, ça se retourne sur le chef. Chef qui n'a pas de budget, qui n'a pas de moyens financiers pour gérer ces choses au quotidien. Parce que si quelque part on avait alloué aux différents chefferies des budgets administratifs pour pouvoir gérer ça, ça aurait été faisable. Ce qui n'est pas le cas. Finalement, le chef se retrouve dos au mur. Il a la population qu'il doit contenir, mais il n'a pas les moyens pour contenir cette population. Le pouvoir de contention se retrouvant ailleurs. Avec un double risque. Le risque d'accroître votre pouvoir personnel, c'est-à-dire que vous êtes déjà chef, oui. Vous avez un pouvoir sur la population, oui. Mais en plus de ça, vous avez un pouvoir politique. Oui. Ça, c'est le premier risque. Oui. Le deuxième risque est que, et ça, je prends un exemple concret récemment dans l'actualité, à partir du moment où vous êtes mon collègue député, oui. je peux vous faire une tape sur le dos, ce que je n'oserais jamais faire lorsque nous nous retrouvons dans le cadre de notre tradition du village. Est-ce que vous voyez ce que ça peut entraîner? Nous sommes à Yaoundé là. Oui. Nous ne sommes pas à Bayangam. Mm-hmm. Vous comprenez bien? Oui. Nous sommes à Yaoundé, exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle. Mm-hmm. Nous sommes au Canada là. Oui. Ça ne saurait être la même chose que si on se retrouvait à Bayangam. Et j'ai pratiquement la conviction que si on était à Bayangam actuellement, les mêmes questions que vous me posez doivent être censurées. Parce que tout autour, il y a des notables qui vont dire vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça. Mais on profite du fait qu'on se retrouve loin de tout ça et on discute. Il faut comprendre que lorsqu'on prend les choses au niveau national, chacun devrait défendre ses intérêts et chacun devrait défendre les intérêts de sa communauté. Au risque de voir la communauté se noyer. Et c'est ce qui se passe actuellement.
Si le chef ne doit pas accepter, vous voyez de plus en plus, hier quand on voyait le chef chez nous, on voyait le vieillard. C'est-à-dire qu'on s'imaginait un vieillard du 3e âge, avec tout ce qu'il peut avoir comme apparence. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des jeunes, vous avez relevé tout à l'heure, je suis arrivé à Chefferie, il y a 12 ans, extrêmement jeune. On a des bagages. C'est-à-dire que vous allez à l'école comme tout le monde, vous avez préparé votre avenir peut-être à l'extérieur, et puis vous vous retrouvez au village à l'origine. Si vous voulez mettre ces gars là, à ne rien faire, ça c'est de la ressource humaine perdue. Alors qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris pour améliorer le niveau de vie de la population qu'ils ont la charge. Oui. Donc, pour cette raison, moi je suis d'accord qu'ils fassent de la politique. Hein. De toutes les façons, même si vous ne faites pas la politique va vous faire cette fois-là. Ça, il faut que ce soit clair. Oui. Parce que vous subissez cette fois-là, et sans pouvoir vous exprimer. Il est préférable de pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'on ne dilue pas de plus, est-ce que ça ne va pas plutôt entraîner une dilution de plus en plus de votre pouvoir de chef? Il faut seulement que le chef ait de la hauteur. Parce que si cette fois-là, il n'a pas de la hauteur, ce n'est pas bon. Le chef doit apprendre à avoir plusieurs personnalités. Je le dis très souvent, le chef doit avoir plusieurs personnalités. Je me plais souvent à dire qu'il y a des moments où je suis le chef et des moments où je suis Georges. Et très souvent, je dis aux gens, je préfère très souvent être Georges que d'être le chef. Parce que le chef, c'est une casquette qui est lourde à porter. Vraiment lourde à porter. Et dans la casquette du chef, on ne s'épanouit pas. Parce qu'il faut avoir la responsabilité à un niveau extrême. Alors que lorsque vous êtes vous-même individu, vous avez la lassitude de pouvoir de prendre du plaisir comme tout le monde. Après tout, vous êtes d'abord un homme. Oui. Voilà. Donc, pour revenir au sujet politique, j'ai dit, vous êtes chef lorsque vous pouvez apporter un plus à votre peuple. Mais il faut prendre de la hauteur. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un système pluraliste, chez nous. Oui. Un système qui voudrait absolument que pour faire de la politique ou bien pour postuler à un poste politique, il faut être membre d'un parti politique, n'est-ce pas? Oui. De prime abord, le chef ne devrait pas être membre d'un parti politique, puisque ces sujets sont dans la diversité. Oui. Bon, du coup, il est coincé. Soit il choisit de ne pas faire la politique, soit il choisit de prendre un parti, et lorsqu'il prend un parti, s'il ne prend pas de la hauteur, les autres membres de sa population qui ne sont pas du même parti comme lui, il peut se comporter comme si c'était des adversaires. Là, il se sera trompé. Là, il se sera vraiment trompé, parce que si le chef doit faire de la politique, il doit choisir un parti politique pour se faire présenter comme candidat, mais il ne faut jamais qu'il oublie de collaborer avec ses citoyens qui sont dans d'autres partis. Et mieux même, pour s'y engager, c'est meilleur qu'il les consulte. Majesté, c'est un numéro permettez que je vous dise, c'est un numéro d'équilibriste très, mais je veux dire, je ne sais pas comment on peut arriver à le faire. Non, c'est le rôle du chef. Sauf que le chef va entrer, parlons de choses concrètes, le chef va par exemple entrer au RDPC. Oui. Il a au sein de sa population un sujet qui est membre, par exemple, du MRC. Oui. Okay. Dès que le MRC veut ouvrir sa bouche, le RDPC lui dit tais-toi, en plus je suis ton chef. Oui. C'est pour ça que je disais à un moment donné, vous avez beau dire que vous prenez de la hauteur. Oui. De l'autre côté, votre hiérarchie du parti va vous dire mais non, il faut écraser. Et c'est ça le problème qui se pose avec les chefferies particulièrement. Je vous fais le dessin concret sur le terrain au jour d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que il y a au pays, au jour d'aujourd'hui, des élections de proximité. Allez vérifier. Vous allez vous rendre compte que au moins à 90% des cas, les candidats qui seront présentés par les partis dits d'opposition seront des autochtones. Et des résidents, des véritables résidents. Par contre, le parti au pouvoir, parce qu'on sait d'office
qu'il a toutes les chances de gagner les élections, les forces financières, surtout qu'on a dit aujourd'hui, l'investiture au sommet, pas l'investiture à la base, ils vont présenter des candidats qui ne sont pas des résidents. Vous percevez ça? Oui. Alors, un chef qui est le véritable chef de sa population, connaît le leader de tous ces partis politiques. Il peut les appeler. Dès qu'on convoque le corps électoral, ce n'est pas difficile. Faites-moi appeler X, Y, Z, T, ils viennent. Vous asseyez. Vous vous rendez compte comme moi, vous le dites vraiment carte sur table, vous vous rendez compte comme moi que nous avons un village à construire, à faire. De prime abord, nous sommes chez nous là, n'est-ce pas? Trouvons les stratégies pour que ça avance. Vraiment à bâton rompu, entre le père et les enfants. Parce que c'est ça la position du chef. Le chef, c'est le chef de famille. Comme chaque parent dans sa maison. À n'importe quel moment, vous pouvez appeler vos enfants, vous discutez à bâton rompu, surtout quand ce sont les adultes. N'est-ce pas? Je vous assure que s'ils sont d'accord que vous soyez candidat de n'importe quel parti, vous gagnez les élections. Parce qu'ils ne vont pas vous faire la concurrence. Vous avez à arranger. Le chef ne veut pas être maire, député et machin en même temps. S'il a choisi d'être maire, il va laisser la députation aux autres. Là, ils vont aller se battre. Mais à la mairie, ils ont fait le mot d'ordre. La mairie, là, on laisse ça au chef. Mais ce n'est pas le cas parce que le chef n'est pas le chef. Si le chef était le chef, ça devrait être le cas. On ne fait pas la concurrence. Puisque vous connaissez les responsables de tous les partis, des autres partis, même si vous avez choisi un parti qui n'est pas un parti au pouvoir, vous passez les élections. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y aura même pas besoin de faire campagne, puisqu'ils disent que non, on vote le chef. Est-ce que ce discours-là, vous le tenez au sein de l'association des chefs traditionnels? Oh ben oui. Comment il est reçu? De façon mitigée. Vous savez que au niveau des chefferies, c'est à deux vitesses. C'est à deux vitesses. C'est une chance qu'une chefferie soit libre aujourd'hui parce que l'administration a tout fait en utilisant les principes de pouvoir pour affaiblir les chefferies et continue à utiliser ces principes de pouvoir pour affaiblir les chefferies. Ce qui fait qu'on s'arrange à ce que le chef ait le pouvoir sans avoir véritablement de pouvoir, surtout quand chez nous, ce pouvoir est craint. Est-ce que ce discours, les élites financières l'entendent? Chaque élite financière rêve d'être chef. Ça, vous le savez. Ce qui fait que très souvent, il ne peut pas aider le chef, en fait, de façon objective. Si vous donne quelque chose, c'est qu'il a ses intérêts après. Ou bien si vous donne quelque chose, c'est parce qu'il cherche comment faire pour vous phagocyter. Donc le chef doit faire attention de toutes les façons. S'il va dormir, il se dit, bon, j'ai un monsieur tel qui est multimilliardaire, si j'ai un problème, je prends mon téléphone, je l'appelle, il règle mon problème. C'est tant pis pour lui. Il faut qu'il se pose d'abord la question, est-ce que mon champ, je l'ai exploité? Parce que s'il a exploité son champ, il est sûr qu'il va récolter, il va manger, et puis quand l'élite financière vient lui dire, il faut mon camp. C'est tout. Ça fait 10 ans que vous tenez, un peu plus de 10 ans que vous tenez comme ça, que vous naviguez comme ça en eau trouble tout en essayant de vous imposer. Oh, ça fait 10 ans que je n'ai pas été phagocyté. Ça fait 12 ans que je n'ai pas été phagocyté. Je ne pense pas que c'est demain. Bon, je suis encore libre. C'est tant mieux. Vous allez rencontrer vos sujets, vos enfants, comme vous les appelez, ici à travers l'Amérique du Nord. On parlait d'investissement. Oui. Ce n'est pas seulement la matière grise, mais ça peut être aussi autre chose. De quoi Bayangam a concrètement besoin aujourd'hui de ces enfants de la diaspora? Parce que nous nous adressons surtout à ceux de la diaspora. De quoi Bayangam a véritablement besoin aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faut que vos enfants qui sont à l'extérieur se mobilisent vraiment pour Bayangam? Beaucoup plus parce que le village se vide. Et je me suis rendu compte qu'on va et on revient pas souvent pour plusieurs raisons.
Au départ, vous avez des parents qui étaient résidents. Les enfants sont partis, les uns à Douala, d'autres à Yaoundé, Konsamba et consorts. Ils sont arrivés, ils ont fait des enfants qui se retrouvent en Europe, en Amérique, ainsi de suite. Entre-temps, le parent qui à l'origine était résident à Bayangam est décédé. La concession est restée déserte. Lorsque vous imaginez qu'il faut revenir, ne serait-ce que pour passer les vacances, déjà la concession en question n'est pas entretenue. Lorsque vous y revenez, vous ne savez pas s'il faut enlever les toiles d'araignée sur la vieille case du grand-père ou de la grand-mère pour vous y installer. Ça pose problème. Du coup, on s'est rendu compte qu'on ne revient que lorsqu'il y a un cas de malheur, enterrement, funérailles et consorts. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait créer un système qui puisse faire à ce qu'on revienne, parfois même par plaisir. Qu'on revienne parfois même pour faire remarquer aux plus jeunes que votre village existe. Qu'on revienne sous une forme de tourisme qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire un tourisme qui est d'abord pour nous-mêmes, avant d'être le tourisme des autres. D'où la nécessité de mettre sur place, de s'arranger à mettre sur place progressivement des structures d'accueil. Parce qu'il faut en ce temps-là qu'il y ait des structures d'accueil. De telle sorte que si vous arrivez à Bayangam, vous savez que si j'ai pour 2 jours, si j'ai pour 1 semaine, pour 1 mois, j'ai un point de chute certain. C'est ça le travail à faire. Si ce travail est fait en amont, je suis convaincu que vous qui n'avez plus vos parents, vous pour qui le village était le village de vos grands-parents, c'est vous qui risquez de remettre en valeur la concession de votre grand-père, pas votre père à vous. Parce que lui sera déjà perdu. C'est vous, le petit-fils, qui risquez de remettre en valeur la concession de votre grand-père parce que, en revenant comme simple touriste, en vous rendant compte qu'il y a tout ça qui vous appartient en fait, et que vous n'êtes pas là pour faire, si vous avez du répondant sur le terrain, vous allez remettre ça en valeur. Surtout que vous savez de façon pertinente que c'est votre dernière demeure. Ça, c'est bien à savoir pour un Bamileke. C'est votre dernière demeure. C'est-à-dire, vous aurez fait le tour du monde, c'est pour chuter là-bas en fin de compte. Tout à fait. Même si c'est à titre posthume. On va s'arrêter sur ces mots-là. On aura beau faire le tour du monde. Notre dernière demeure reste le village, Oui. raison pour laquelle on doit y penser. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Merci pour les paroles que vous avez dites, qui vont être entendues, je l'espère. Et puis, que vous souhaitez, c'est plutôt à vous de nous souhaiter bien de choses. Bonne réussite dans votre activité. Merci beaucoup. Okay. Voilà, c'était Sa Majesté Pokam II, roi de Bayangam, sur Ndjangi TV. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Je suis Cyril Ekwala à la réalisation de l'émission. Honoré Doudou Noumabe. À bientôt.